Aucune trace de vie après le naufrage du chalutier français. Les recherches se sont poursuivies toute la journée. L'espoir diminue d'heure en heure de retrouver des survivants. Au lendemain de Noël, après les records d'achats de multimédia, la ruée sur les services après-vente, réclamations et informations sur le fonctionnement des ordinateurs. Un mouvement de solidarité planétaire grâce à Internet pour aider les habitants d'une île en Écosse qui risquait d'être expulsés. Un vrai geste de philanthropie de milliers d'internautes qui ont donné 17 millions de francs. L'année 97, une moisson de médailles pour le sport français, la rétro des meilleurs moments un peu partout dans le monde, avec pour commenter sur ce plateau David Douillet, le plus titré des judokas. Émilie Joly, bientôt 20 ans et pas une ride. Son compositeur vient d'en faire une deuxième version avec d'illustres interprètes, Hallyday, Khaled, Moran, Bachung et bien d'autres. Madame, Monsieur, bonsoir. À Camaret, dans le Finistère, même si l'on veut encore y croire, l'espoir s'amenuise d'heure en heure de retrouver vivants les 5 pêcheurs disparus le soir de Noël. À bord du chalutier, le Toulan 13, les pêcheurs avaient décidé de prendre la mer il y a 10 jours pour rattraper 2 mauvaises campagnes de pêche successives, partir par gros temps, quels qu'en soient les risques. Olivier Sioux, Michel Hiver. Du Toulan 13 illustre bien les difficultés d'un métier de plus en plus dur. Le petit chalutier dont on voit ici l'équipage, filmé à bord par un proche il y a quelques mois, avait successivement réalisé 2 mauvaises campagnes, ce qui l'avait obligé à quitter Camaret pour les côtes galloises, malgré le réveillon de Noël et le temps déjà incertain. C'est vrai qu'il n'avait pas le choix. Tout le monde sait qu'à Noël, la langoustine, quand le temps est mauvais, entre Noël et le Nouvel An, c'est une bonne campagne de l'année. Ça efface les 2 ou 3 mauvaises où ils n'ont pas amené grand-chose avant. Il faut sortir, il y a les familles, il y a les maisons à payer, c'est ça la vie de pêcheur. Il n'y avait pas grand monde aujourd'hui sur le port de Camaret. Un calme sans doute habituel en cette fin décembre, mais à l'image surtout du deuil silencieux d'une ville en état de choc. Ici, chacun connaissait l'équipage du Toulan 13, tous originaires de Camaret, tous pères de famille. Tout le monde se sent touché, c'est terrible, il n'y a pas de mots pour expliquer ce que ressentent les gens. Tout le monde traîne ce drame sur le dos, c'est terrible. La vie de pêcheur, justement, Yvon Lachèvre la connaît bien. Pour les besoins d'un film, cet ancien journaliste du Télégramme de Brest a suivi 2 campagnes de pêche en mer d'Irlande. Là, justement, où le Toulan 13 a probablement sombré. Le problème, c'est que maintenant, c'est tellement dur. Il y a moins de poissons, problème de ressources, mais il y a moins de prix aussi. Les prix sont tirés vers le bas, essentiellement pour des problèmes d'importation. Alors il faut pêcher davantage. Donc on pêche nuit et jour, 24 heures sur 24, et puis on pêche aussi par tous les temps. Le capitaine du Toulan 13, Michel Ménouès-Gouin, et ses hommes étaient des marins chevronnés. À Camaret, personne ne croit qu'ils aient pu prendre des risques inconsidérés. Simplement, ils n'avaient pas le choix, condamnés à risquer leur vie pour la gagner. En Grande-Bretagne maintenant, même si les vents sont légèrement retombés, les équipes de secours n'ont pu localiser le chalutier français. Pour l'heure, les recherches au large ont été suspendues. Frédéric Dupuis. Dernier balai dans le ciel gallois pour les hélicoptères de la Royal Air Force. Toute la journée, ils ont cherché une trace, un indice, une présence, en vain. Pourtant, aujourd'hui, les conditions météo étaient presque idéales pour les recherches. Le vent encore, mais plus la tempête, et surtout l'apparition du soleil. 25 km de visibilité. Les secours pensaient retrouver la trace de ce qui semblait être un canot de sauvetage aperçu par un avion dans la soirée d'hier. En fait, les gardes-côtes ne sont pas certains de ce qu'ils ont vu. Lors d'un deuxième passage, l'objet flottant non identifié avait déjà disparu. Il faisait trop sombre. Aujourd'hui, rien n'a été signalé. Alors que le dernier hélicoptère termine sa mission, les gardes-côtes gallois pensent avoir fait tout ce qui leur était possible. Nous avons réduit le dispositif pour revenir à une inspection de routine à partir de ce soir. Durant toutes les recherches, nous étions en contact permanent avec les autorités françaises qui sont satisfaites de notre travail. Les secours avertissent toujours par radio les cargos qui croisent au large des côtes. C'est eux désormais qui prendront le relais en pleine mer. Demain, les avions et les hélicoptères de la Royal Air Force ne devraient pas décoller. Les recherches continueront quand même sur la côte et sur les plages, mais il n'est plus question d'inspecter au large. Après 48 heures de tempête et de mer déchaînée, les gardes-côtes pensent qu'il y a peu de chances de retrouver le chalutier.
Au lendemain des fêtes de Noël et après les achats records d'ordinateurs et autres appareils multimédia, l'heure est au service après-vente. Des services débordés dès les premières heures ce matin pour réclamation, réparation ou information. Reportage Jean-Bernard Schmitt, Luc Bachofen. On se targue de vendre des voitures à des gens qui n'ont pas de permis de conduire. Alors il y a quelques petites catastrophes qui sont dues justement à ça, c'est que les clients ne connaissent pas l'informatique, ne sont pas initiés, donc il y a des petites catastrophes du lendemain. Et pour résoudre toutes ces petites catastrophes, les clients n'ont d'autre solution que de revenir au magasin. Carte mère avec hors-série, un zip. Ils se sont lancés dans les joies de l'informatique à l'occasion des fêtes. Matériel en main, ils viennent dès le lendemain de Noël consulter le bon docteur Micro. Vous venez d'acheter un ordinateur? Je l'ai acheté dimanche dernier pour le Noël de mon fils et j'ai essayé de le monter et il manquait une pièce dedans, donc je viens la réclamer aujourd'hui. J'ai acheté des logiciels pour mes enfants à Noël. Eh bien, j'ai pas d'ordinateur pour Noël, c'est très sympa. Je suis très mécontent. Ah oui, apparemment, j'ai jamais vu tout ça sur l'écran, donc c'est bon. Écran noir, clavier qui ne répond pas, mémoire défaillante. Les spécialistes écoutent patiemment toutes les réclamations avant d'intervenir et les opérations sont bien souvent bénignes. En vrai, c'est tout bête, un truc de rien du tout. Il suffit que ça soit mal branché et quoi que l'ordinateur ne marche pas, mais en fait, compte, c'est parce qu'il a mal branché son PC, c'est tout simplement. Des fois, on nous prend pour les responsables du réveillon de Noël qui a été gâché à cause du scanner qui ne fonctionnait pas ou du modem qui ne voulait pas marcher. Mais c'est pas nous, hein. Heureusement, au milieu de toutes ces demandes, il y en a certains qui savent même très bien ce qu'ils veulent. Je veux bénéficier du truc Ultra DMA, je veux bénéficier du chipset TX pour gérer de la carte, de la mémoire SRAM. Je ne rends pas de conneries, je pense pas. Avec des clients comme ça, c'est sûr, il n'y a pas de bug. Vous n'avez pas de carte AGP là. Le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné tout à l'heure Jean-Marie Le Pen pour ses propos sur les chambres à gaz. Détail de l'histoire. Le président du Front National devra verser sous 8 jours une somme de 300 000 francs pour financer la publication du jugement dans 10 quotidiens et 6 hebdomadaires. 11 associations l'avaient assigné pour ses propos racistes tenus à Munich il y a une quinzaine de jours. Malgré la circulaire de Martine Aubry qui demandait au préfet d'apporter des réponses d'urgence, les chômeurs ne désarment pas, même s'ils reconnaissent un certain progrès. Ils occupent toujours différentes assédiques, aussi bien à Marseille qu'à Aix-en-Provence ou au Bagne. Dans le Pas-de-Calais, maintenant, il y a bien eu réunion avec les responsables locaux et le préfet, mais sur place, il n'y a pour l'instant que des promesses. Hervé Guéquière, Dominique Mas. Premier pas vers une négociation. Une délégation de chômeurs est reçue en début d'après-midi par le préfet du Pas-de-Calais. Pour l'instant, moi je pense qu'ils cherchent un petit peu à nous apaiser. Et ça ne marchera pas comme ça. Une demi-heure d'entrevue, mais toujours pas de décision concrète. Il n'est pas question d'attribuer une aide forfaitaire de quelque montant qu'elle soit. Il s'agit simplement d'examiner les dossiers individuels, les situations les plus difficiles et d'apporter la réponse la plus adaptée le plus vite possible avec les moyens dont nous disposons, avec les moyens dont dispose la CAF, dont dispose les assédiques, dont dispose la DAS, dont dispose également le Conseil général qui veut bien s'associer à cet effort. Bref, pour l'instant, pas de prime de 3 000 francs pour les chômeurs en très grande difficulté, 259 cas à Arras. Dans les locaux des assédiques occupés, la réponse ne se fait pas attendre. Les chômeurs considèrent qu'aucune réponse à leurs revendications n'a été envisagée. Ils ont décidé de maintenir l'occupation alors que la préfecture a clairement laissé entendre qu'elle envisageait une intervention des forces de l'ordre. Il faudrait qu'ils se mettent dans la peau des gens. Nous, on n'a pas demandé à être au chômage. Alors il faudrait qu'ils réagissent un peu. Toutefois, même si au début de la semaine prochaine, des aides ponctuelles sont accordées, elles ne résoudront rien sur le fond, ni le chômage de longue durée, ni la situation des demandeurs d'emploi en fin de droit. Ce sera tout au plus un petit pansement social. Les chômeurs qui, depuis plusieurs jours, occupent les assédiques font partie des plus démunis, des plus désemparés devant l'emploi. Ils sont souvent en fin de droit et ont plus de 55 ans. Pour 20 000 d'entre eux, le gouvernement devrait augmenter de 1 500 francs l'allocation spécifique de solidarité. Damien Thévenot et Christophe Vignal ont rencontré à Paris un de ces chômeurs. Faire les courses, c'est un peu l'occupation de sa journée. Simon a 59 ans. Au chômage depuis 5 ans, ce père de famille a été longtemps directeur commercial dans une parfumerie.
Mais voilà, il a été licencié et sa femme l'a quitté. Aujourd'hui, ses seules ressources sont les 3 189 francs qu'il touche au titre de l'allocation spécifique de solidarité. Avec 50 francs par jour, ben, il faut acheter, il faut d'abord moins manger qu'avant, il faut manger des choses plus banales, il faut boire de l'eau, il faut faire un peu plus attention, vous achetez des produits les moins chers, les plus courants. Depuis 1 an, Simon habite chez sa sœur. Il n'a pas les moyens de faire autrement. Comme lui, ils sont 500 000 en France à ne vivre que de cette allocation pour chômeurs en fin de droit. Mais Simon a cotisé plus de 40 ans à la Sécu. Il fait donc partie des 22 000 qui pourront bénéficier d'une rallonge de 1 500 francs par mois. Pour lui, c'est évidemment une bouffée d'oxygène, mais il trouve que le gouvernement aurait pu aller beaucoup plus loin. Nous bénéficions de 1 500 francs par mois parce que nous avons cotisé 40 années à l'assurance vieillesse, mais il y a tous les petits copains, donc les 500 000 personnes dont on a parlé dans la presse, qui eux ne bénéficieront pas de cette augmentation. Sans le soutien de sa famille, Simon aurait passé Noël dans la rue. Beaucoup d'autres n'ont pas eu le choix. Ils devraient être les premiers concernés par la future loi contre l'exclusion qui sera votée au printemps. Et puis il en apprend qu'un chauffeur de bus a été agressé à Dijon. L'homme a été frappé à la tête. Il est actuellement hospitalisé aux urgences. Le trafic a été immédiatement suspendu. À Perpignan, après l'assassinat d'une jeune femme dont le corps mutilé a été découvert sur un terrain vague, appel à témoins avec diffusion de photographies. La police judiciaire s'interroge entre autres sur l'éventualité d'un rite satanique. France Arvois. C'est ici, en plein milieu de ce terrain vague, le long d'un boulevard fréquenté de Perpignan, que le corps de Mokhtar Yachaïb a été retrouvé dimanche matin. Ils sont venus enlever un paquet de terre là. Le corps, dénudé et mutilé avec une précision chirurgicale, est exposé à la vue de tous. Beaucoup de monde qui viennent pour promener leur chien le matin, se promener, ou vous voyez. Et c'est soi-disant, c'est une dame qui promenait son chien, ou un monsieur qui promenait son chien, et qui l'aurait trouvé. En fait, c'est un riverain qui, ouvrant ses fenêtres vers 9h30, donne l'alerte. Des heures qui précèdent, on ne sait pas grand-chose. Vers 23h30, la jeune étudiante quitte le domicile d'un ami près de la gare de Perpignan, direction la cité universitaire, à 2 km de là. Elle y réside depuis septembre. Mokhtar Yachaïb venait juste de fêter ses 19 ans. D'origine algérienne, elle était inscrite en première année de doc de sociologie à l'université de Perpignan. C'était une personne qui aimait la vie, qui aimait rigoler. Les problèmes, même si elle en avait, je ne sais pas si elle en avait, mais elle ne les montrait pas. Elle montrait surtout son visage extérieurement, sa beauté, ce qu'elle avait dans le cœur, jamais elle en parlait. Un appel à témoins a été lancé avant-hier et une information judiciaire ouverte pour meurtre avec acte de torture et barbarie. Est-ce l'œuvre d'un sadique, d'un proche ou d'un adepte d'un réseau satanique? Ce soir, 5 jours après le meurtre, les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse. Quant aux mutilations subies par la victime, tous s'interrogent. Est-ce vraiment le mobile du crime ou bien une macabre mise en scène destinée à brouiller un peu plus les pistes? Et une marche silencieuse sera organisée lundi à 14 h par les amis de la victime. Le pape Jean-Paul II, de sa résidence de Castel Gandolfo, a exprimé ce matin sa profonde douleur devant le massacre d'Indiens l'avant-veille de Noël dans l'état du Chiapas au Mexique. L'âme profondément endolorie, je prie pour les victimes, a déclaré le Saint-Père. C'est hier que les 45 victimes du massacre ont été enterrées. Les villageois, avant d'assister à la cérémonie, ont attaqué une quinzaine d'hommes soupçonnés d'avoir participé à la tuerie. Certains d'entre eux appartiendraient au parti du président Ernesto Zedillo. Gérard Grisbeck. Des centaines d'Indiens sur les chemins abrupts de Chenalo, venus enterrer 45 des leurs massacrés lundi dernier dans le village d'Athénal. Un enterrement sous haute surveillance, des banderoles qui réclament la justice et la prison pour les assassins. D'après l'examen des corps, la plupart des victimes ont été abattues dans le dos et sur les 21 femmes tuées, 4 étaient enceintes. Et puis tout à coup, le cortège s'arrête. Les villageois disent reconnaître dans un camion certains des assassins. On fait descendre la quinzaine d'hommes. Finalement, on les livre aux militaires. C'est eux qui dirigeaient le commando de tueurs. Ce que nous voulons,
c'est qu'on les punisse. 45 cercueils, certains sont tachés de sang, et puis 15 cercueils plus petits pour les enfants et un nouveau-né. L'évêque Samuel Ruiz explique que c'est le Noël le plus triste de sa vie. L'homme est le principal négociateur entre les guérilleros du sous-commandant Marcos et le gouvernement. Pour le moment, 41 suspects ont été arrêtés. Parmi eux, des militants du parti au pouvoir. À Gaza, rassemblement pour le 10e anniversaire de la fondation du Hamas, avec en tête le fondateur du mouvement de la résistance islamique, le cheikh Yassine. Des milliers de sympathisants de ce mouvement réunis dans un stade de football pour dire leur volonté de poursuivre la guerre sainte. Le Hamas est responsable de la plupart des attentats anti-israéliens. Et puis, on a appris aujourd'hui que Benjamin Netanyahou et Yasser Arafat se rencontreront en janvier sous l'égide des États-Unis pour tenter de relancer le processus de paix. Je vous propose maintenant un véritable conte de Noël à l'aube de l'an 2000. Grâce à Internet et un formidable élan de solidarité, les habitants d'une île perdue d'Écosse pourront rester chez eux. Des milliers d'internautes leur ont permis d'acheter leur île. L'enquête de Marc Maisonneuve, Vincent Maillard. Une île à 15 millions de francs, une île qui se mérite. D'Édimbourg, il y a 6 heures de voiture et 3 heures de bateau pour arriver à Eigg. Une île où il y a la pluie, le vent, 67 habitants, 2 ordinateurs et bientôt un 3e, celui de Jacqueline, qui s'installe pour travailler sur le net. C'est un travail à prendre tout de suite. Une trop belle opportunité. L'ordinateur d'abord et le mobilier ensuite? Oui. Car c'est l'Internet qui a permis aux habitants de racheter l'île et de créer ce premier emploi. Il y a 6 mois, l'île d'Egg était la propriété d'un homme seul, Marouma. Colin Carr, locataire comme les autres habitants, a refusé l'expulsion. Les gens d'ici ont une vie difficile. Ils devraient pouvoir décider pour eux-mêmes. Personne ne devrait avoir le droit de le faire à leur place. Les locataires ont eu peur de l'expulsion quand ils ont su que la justice de leur pays allait vendre leur île. Quand Marouma, le propriétaire, fut soupçonné et condamné pour fraude, nous avons compris que l'île serait à nouveau à vendre. Il nous a alors fallu nous préparer à acheter l'île nous-mêmes. Nous avons fait l'introduction sur le net pour répondre à l'appel d'offres public. Avec 2 ordinateurs branchés sur des groupes électrogènes, les habitants ont reçu 15 millions de francs sur l'Internet. Nous avons eu des réponses du monde entier, d'Australie, du Japon, des États-Unis, du Canada. Les donateurs, les internautes, n'ont eu en échange que le plaisir d'avoir fait une bonne action. Et le 12 juin 1997, les 67 habitants sont devenus les propriétaires de leur île. Vous savez, sur Eigg, tout le monde se connaît. Dans les villages d'Écosse, tout le monde se connaît et on se parle. En ville, les gens se croisent sans se parler. Ici, c'est franchement mieux dans l'île. Pour faire vivre l'île, Jacqueline et Mr Bean vont implanter le télétravail. Mais aujourd'hui, c'est l'inauguration de l'épicerie qui est l'événement de cette communauté. En été, il y a bien une buvette, mais en hiver, il n'y a pas d'endroit pour se rencontrer. C'est pour ça que nous avons voulu ouvrir l'épicerie. Les habitants de l'île d'Egg, des rêveurs, sont désormais une référence pour tous ceux qui veulent suivre leur exemple. Il y a d'autres îles à vendre en Écosse et ailleurs. Nouvel engouement pour les vacanciers au sport d'hiver, la randonnée en raquette, un sport qui est davantage pratiqué que le ski de fond, le moyen de découvrir la nature et l'histoire de certaines régions, comme nous le montrent Laurent Lejopp et Patrick Deschmecker dans le domaine des Portes du Soleil, le plus grand domaine skiable du monde. C'est le bruit reconnaissable entre 1000 des marcheurs équipés de raquettes. En randonnée avec Joe dans le domaine des Portes du Soleil, le pas est lent et mesuré. Pour progresser dans cette épaisse couche de neige, il faut apprendre à s'économiser. Regardez ce panorama. Regardez le Mont de Grange avec toute la chaîne qui descend sur Châtel. Tout autour, les massifs de Haute-Savoie. Un peu plus loin, les crêtes de la frontière suisse. Sur les flancs de ces montagnes, avant la guerre, Joe faisait de la contrebande.
On en faisait quand on était gosse pour aller chercher un peu de ravitaillement pour la famille, à Morgin. En plus, on nous donnait du chocolat et des gâteaux, c'était un plaisir. Et les douaniers? Oh, les douaniers suisses, oui, il fallait faire très attention. Mais les douaniers français, ils ne savaient pas skier, alors. Ah bon? Oui, en général, c'était tout des Corses. Ah, la pratique des randonnées en raquettes est en hausse. Les amateurs de sports d'hiver ne se contentent plus des pistes toutes tracées. Ils veulent aussi sortir des sentiers battus. On a le temps de regarder les paysages, la nature, la lumière. C'est quelque chose de magnifique, alors que le ski alpin ne me donnait pas tout ça. Lorsque le jour décline, randonneurs et skieurs descendent dans la vallée, mais sur les hauteurs, il reste un bruit reconnaissable entre mille. Dans ce refuge à flanc de montagne, non loin de la frontière suisse, Joe vit parfois des soirées aussi remplies que ses journées. Puis il rentre, à la lueur d'un flambeau, comme lorsqu'enfant, il faisait de la contrebande. À quelques jours de la nouvelle année, l'heure est au bilan. Toute cette semaine, nous vous proposerons des rétrospectives aussi bien en politique qu'en culture, en économie. Ce soir, place au sport avec pour commenter David Douillet que nous avons le plaisir de recevoir. 1997 a été pour vous une année exceptionnelle, on y reviendra. Mais tout de suite, panorama des moments forts en France et à l'étranger, les images les plus marquantes du sport avec Alexandre Cara et Christophe Tortora. En 1997, les Français se découvrent une nouvelle idole. Cet été, sur la route du Tour, la Virac-Mania fait des ravages. Richard, un héros à la française, talentueux, courageux, téméraire, accrocheur, mais battu. À 23 ans, Jan Ullrich remporte son premier Tour de France. L'Allemand est tout simplement le meilleur. Un homme seul a vaincu l'océan, ou plutôt tous les océans. Dans un tour du monde en solitaire et sans escale, une aventure unique dans la vie d'un marin. Fin du tour du monde Globe Chalon. Cet homme, c'est Christophe Auguin. Vainqueur du Vendée Globe, Auguin rentre à bon port à La Rochelle, après un tour du monde en 105 jours, un record. Catherine Chabot, c'est aussi un sacré marin, la première femme à venir à bout du Vendée Globe. Mais la nouvelle année donne au Vendée Globe une intensité dramatique sans pareil. Il y a les miracles, Pete Goss le sauveur ramène à terre Raphaël Dinelli le naufragé. Les sauveteurs australiens ont retrouvé Thierry Dubois et Tony Bullimore, sains et saufs. Il y a aussi le destin. Un jour de janvier, la balise de Jerry Roof s'est éteinte. Pour Jerry, pas de miracle, lui et son bateau ne reviendront pas des mers du Sud. Un grand chelem dans le tournoi des 5 nations, les rugbyman attendaient cela depuis 10 ans. Au début de cette année, le 15 tricolore balaye tout sur son passage. Avant la victoire devant l'Écosse, il y a la campagne d'Angleterre et le succès de Twickenham. Seulement en novembre, les Springboks se sont invités à Paris. Comme disent certains, la cabane est tombée sur le chien et le chien ne s'est pas encore relevé. Pour le dernier match au parc, les Sudaf s'offrent un tour d'honneur. Une bonne leçon de rugby, ça vaut bien. Un grand merci. David Douillet, champion du monde, c'est un air connu. C'est déjà un classique. Un an après un grave accident de moto, Douillet égale son idole, Yamashita, et s'offre un 3e titre consécutif. Cette année, le magicien du sport français a refait un tour dont il a le secret. Après Yannick et les garçons, voici Yannick et les filles. Sandrine, Nathalie, Julie, Marie offrent à la France la première Fed Cup de son histoire. En finale, elles battent les Pays-Bas à un sans faute le jour où elles appellent Captain Noah à la barre. « 29 ans après Jean-Claude Killy, Luc Alphand a reconquis la Coupe du Monde de ski. Une coupe pleine, assortie d'un titre en descente et en super G.
Au revoir Luc, à Nagano, tu nous manqueras. Eric, Oa Cantona, toi, tu nous manques déjà. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. Et pour finir, faisons un rêve. Nous sommes au Stade de France, le jour de la finale de la Coupe du Monde. Ce sera en 1998, une autre année de sport. David Douillet, bonsoir. On l'a dit, cette année aura été celle de votre 4e titre mondial et cette nouvelle victoire tout juste quelques mois après votre accident de moto. Alors j'ai envie de vous demander si cette victoire c'est davantage une performance, un exploit, un pari que vous ne vouliez pas perdre. Ouais, c'était un très grand pari et je dois dire que c'est une de mes plus belles victoires, sinon la plus belle, parce qu'avec 6 mois d'entraînement, ce qui est très peu pour aller chercher un titre mondial, reconquérir, rebattre des gens qui vous attendent vraiment au tournant, c'est ce que j'ai fait de plus dur et ça a été formidable pour moi de gagner. Vous êtes le judoka le plus médaillé de l'histoire, dit-on. Est-ce que finalement c'est pas une position inconfortable, sinon pesante, parce que vous n'avez plus le droit de perdre et vous n'avez plus le droit de décevoir? Mais c'est ça qui est bien. C'est quand on a un petit peu de piment comme ça dans sa carrière. L'accident de moto, ça a été bien, somme toute. Ça m'a redonné une envie de gagner. Et cette pression qui est justement celle de l'homme à abattre, c'est celle qui est motivante en fait. Qu'est-ce qui fait que vous êtes le meilleur au fond? On parle beaucoup de la force du mental, de votre intelligence tactique. C'est quoi votre meilleur atout? Je crois que c'est le plaisir. C'est le plaisir de faire de la compétition, c'est le plaisir de se remettre en question, de recommencer, de se remotiver pour un nouveau challenge. C'est ça qui vous tient par... Et de vouloir gagner. Quand vous rentrez au début d'une compétition, vous voulez gagner. Vous êtes un tueur dans la tête. Non, mais de toute façon, naturellement, on veut gagner, mais il y a quelque chose de très excitant dans la compétition. Et c'est ça qui nous mène tous. Quand j'ai vu tous mes amis, là, Richard, je sais qu'il fonctionne comme ça, Richard Virenque, Luc Alphonse, c'est la même chose. Il a à peine arrêté de faire du ski, il est déjà sur le Paris-Dakar. Donc c'est toujours cette notion d'excitation qui est C'est ces images que vous retenez de cette très belle rétro du Sport 97. Oui, entre autres, parce que ce sont des amis et qu'ils ont vraiment boosté leur discipline. Sans Richard et les festinats autour de France, ça aurait été morne. Et puis le talent de Luc, c'est quelque chose de fabuleux. C'est un chat, quoi. Enfin, j'ai un regret, c'est de ne plus le voir skier, malheureusement. Vous skiez vous-même? Ouais, je skie bien, ouais. Comme un boulet. Bon, autre image qu'on a notée, celle-là évidemment plus choquante, Tyson qui arrache l'oreille de ce boxeur américain. C'est la boxe, ou en tout cas impensable en judo? Non, c'est pas la boxe, on est à milieu de l'esprit sportif et du sport et de tout ce qui génère. Là, on est dans de la folie et bon, les gens fous, il faut pas leur accorder quoi que ce soit. Alors cette fin d'année, vous le savez, aura été marquée par toute une série d'affaires de dopage. On reparlera tout à l'heure de Jamel Bourras, mais on vient d'apprendre que tout à l'heure, 6 joueurs de l'équipe de France ont été contrôlés à Tignes et que Aimé Jacquet trouve que ces contrôles sont mesquins pendant une trêve, dit-il. Votre réaction? Moi, oui, il a raison. Hein. On a l'impression d'être à l'époque de l'Inquisition. Là, il faut pas non plus tomber dans un excès, aller contrôler des joueurs alors qu'ils sont avec leur famille, leurs enfants, etc. C'est n'importe quoi. Il faut quand même rester dans les normes, même si les contrôles antidopage sont très importants. Il y va de la crédibilité du sport en général. Il y va de la santé des athlètes, c'est clair. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès. Là, je crois que c'est un peu n'importe quoi. Vous avez été aux côtés de Jamel Bourras.
l'autre Absolument. médaillé. Vous étiez à ses côtés lors de la conférence de presse. C'est l'amitié qui vous pousse à être à ses côtés? C'est l'amitié, c'est le fait de le connaître. Pour moi, Jamel, en aucun cas, n'a pu faire ce geste. Et au jour d'aujourd'hui, on a 4 mois pour prouver qu'on a raison. On est en train de prouver que eh bien, la fabrication de l'androlone ne se limite pas que dans les laboratoires. On a tout ce qu'il faut dans le corps humain pour en fabriquer. On a 4 mois pour le prouver. Voilà. Alors, un mot quand même sur cette année 97. Poids lourd en judo, mais vous êtes fourvoyé en tout cas dans les affaires. Ouais. Comment vous ressentez cette expérience, cette agence, ce super marché du voyage? Est-ce que personnellement vous avez perdu de l'argent? Oui, bien sûr. Mais je crois que dans tout malheur, il faut en retirer le positif. Et le positif, c'est de s'en être aperçu déjà et puis d'y avoir pris les leçons. Et puis de savoir que des gens comme nous, les sportifs, en plus les sportifs connus et attrayants, eh bien, nous sommes des agneaux et il y a beaucoup de loups qui sont à la porte, prêts à vous croquer. Il faut avoir une grande méfiance, il faut surtout faire très attention à ce que l'on fait, à ce que l'on dit et avec qui on le fait. Carole Merle, elle n'a pas su investir, vous n'êtes pas fait pour, si je comprends bien. Si, mais il faut être mature, il faut s'entourer de spécialistes, il ne faut pas y aller tout seul. Voilà. Alors, encore un mot, vos projets, est-ce que vous irez oui ou non à Sydney aux Jeux Olympiques? Vous me demandez ça à moi, qui suis un candidat? Oui. Mais bien sûr que oui, parce que j'ai envie. Maintenant, si j'en serais capable, on le verra bien, parce que c'est dans 3 ans, et 3 ans dans la vie d'un athlète, c'est long. En tout cas, j'espère encore relever ce défi et être à 100% de mes moyens pour pouvoir honorer la France, tout simplement. En tout cas, merci David Douillet d'avoir été notre invité. Je rappelle que demain, la rétro des sports aura lieu sur France 2 à 15h. Pendant 2 heures, Claude Aymar et Alain Verdon nous referont vivre les événements marquants de cette année 97. Tout autre sujet, le poète Louis Aragon aurait eu 100 ans cette année. Parmi les nombreux hommages, l'un des plus émouvants est la publication d'un album de photos inédites qui raconte sa vie quotidienne dans l'intimité du poète. Reportage Georges Bégou et Pascal Pueyo. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Elsa et le fou d'Elsa avaient leurs habitudes campagnardes dans cet ancien moulin de Saint-Arnould-les-Yvelines avant que, sa muse disparue, le poète n'y vint seul pendant 13 ans. Ici, c'était une maison tchécovienne. Ça, c'était l'influence d'Elsa, qui bricolait même cette cuisine avec des carreaux de Delft qui sont intégrés dans les murs. C'était une idée à elle. Elle faisait ça avec le maçon du village. Il n'y avait que de la simplicité autour d'eux. Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. C'était un samedi après-midi et il faisait froid. Et il travaillait, lui, à ce bout de la table. Et moi, il m'avait installé à l'autre bout. Il m'avait dit, on ne se dérangera pas. Et c'est très compliqué d'être en train d'écrire à une table au bout de laquelle est en train d'écrire Aragon. Et il a fait ses 17 ou 18 pages d'affilée. Je le regardais et c'était, je crevais de jalousie, bien entendu. Et en même temps, c'était fascinant de comprendre à quel rythme on fait de l'Aragon. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes. C'est pour l'amour de ce poème, l'affiche rouge, qu'une jeune photographe se présenta chez Aragon à Paris, rue de Varennes. Il m'a reçu très gentiment, je pensais rester une dizaine de minutes. Je suis restée 3 heures et il m'a fait faire le tour de l'appartement. Nous nous sommes assis dans le salon. Il a pris mes mains dans les siennes. Il m'a dit revenez quand vous voulez. Je lui ai dit je reviens la semaine prochaine. Et je suis revenue le voir à peu près toutes les semaines jusqu'à sa mort. Jean d'Ormesson, dépassant pour l'amour de l'art les clivages politiques, signe la flamboyante préface de l'album publié par le Cercle d'Art. Je dirais que j'ai aimé tout l'Aragon. Je l'ai pris en bloc et j'ai tout aimé, y compris, je crois, quelques-uns de ses poèmes les plus engagés. Il y avait une quantité de souvenirs, une quantité de photographies et je dirais un mélange de souvenirs militants, de souvenirs surréalistes dans une atmosphère en effet assez bourgeoise. C'est un Aragon quotidien que nous propose le livre de Monique Dupont-Sagorin, un Aragon émouvant comme une chanson. Est-ce ainsi que les hommes vivent?
et leurs baisers au loin les suivent. Émilie Joly a bientôt 20 ans et pas une ride. Le conte musical de Philippe Châtel connaît une deuxième version. Les interprètes sont illustres, les arrangements sont nouveaux, mais gardent le même charme. Caroline Landrin, Bernie Mériot. Tu t'appelles Émilie Joly. Tu t'appelles Émilie Joly. Le papa d'Émilie Joly, c'est lui. Il y a 17 ans, il offrait à sa fille pour Noël un conte musical interprété par ses copains. Mais pas n'importe lesquels. Brassens, Julien Clerc, Woolsey, Salvador et bien d'autres. Mais les contes ne s'arrêtent jamais pour peu que l'on y croit. Alors Philippe Châtel continue de rêver. Je connaissais un petit peu Morane, mais il y en a d'autres. Lara Fabian, je la connaissais pas. Florent Pagny, je l'avais jamais rencontré. Alain Bachaume non plus. Donc c'est des gens à qui simplement on envoie des bouteilles à la mer, vous savez, puis la bouteille est prise ou elle n'est pas prise. Et c'est vrai que tous ces artistes m'ont dit oui, donc j'étais très heureux. Tu t'appelles Émilie Joly. Tu t'appelles Émilie Joly. Ah, tu voudrais partir avec nous, tout au bout du ciel. Les nouveaux comparses de Philippe Châtel sont tout aussi prestigieux qu'il y a 17 ans. Tous prêts à entrer dans le conte merveilleux d'Émilie Joly. Eh ben, bonjour. Entre une sorcière en quête d'un prince charmant et d'un loup mordu par Mère Grand, il y a l'autruche. Une star, voilà. Elle s'appelle Morane. Ma fille, maintenant, elle me demande « Maman, je veux écouter Émilie Joly, la nouvelle version. » Avec le petit clin d'œil à Gershwin, qui fait quand même partie des musiciens que j'aime énormément. Tout ça, ça me séduisait. Puis je trouve que l'histoire est belle. Toutes les nuits, avec mes copines, on s'amuse en chantant du Gershwin. En 5 mois d'enregistrement, le papa d'Émilie a vu défiler pas mal de drôles de bêtes. À côté d'un raton laveur-rêveur, Étienne Dao joue l'âne, pendant que Zazie se transforme en baleine de parapluie. Et pour le hérisson qui pique, c'est Ralette qui s'y colle. Qui va me rendre heureux. Mais cette aventure d'animaux bavards et poètes n'aurait rien du vrai conte sans un brin de moralité à la fin. Il faut créer soi-même sa propre vie. Et l'enfant, plutôt que d'être écrasé, comme dans les contes de fées traditionnels, par l'ogre, etc., ou par le loup, il est le roi de sa propre histoire. En fait, il recrée son propre monde. C'est la place à l'imaginaire pour supporter le réel. Il y a tant de choses à voir avant, pour le partir, pour le fuir, maman. Conclusion de l'histoire, on connaît déjà la chanson, mais les copains du papa se débrouillent plutôt bien. Alors, pourquoi ne pas croire aux contes de fées? Ainsi se termine cette édition. Je vous en rappelle le principal titre. Toujours aucune trace de vie après le naufrage du chalutier français. Les recherches se sont poursuivies toute la journée. En Grande-Bretagne, on envisage de ne pas reprendre les recherches au large, mais uniquement sur les côtes dès demain matin. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet, 20h50, Petit, un téléfilm avec Stéphane Audran. Demain, dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit le chanteur Henri Dess. Je vous remercie de votre attention et je vous retrouverai demain à 20h. Excellente fin de soirée sur France 2.